L'émission hebdomadaire Zoom sur le Sahel de demain se construit à l'école aujourd'hui. C'était le thème choisi pour le sommet de Nouakchott sur l'éducation au Sahel qui s'est tenu au Palais des Congrès sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République, en présence du président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, du Premier ministre malien, Dr Choguel Kokala Maïga, des représentants du Burkina Faso et du Tchad et du vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À la fin du sommet des pays du G5, ces pays ont adopté la déclaration dite déclaration de Nouakchott sur l'éducation. Les dirigeants des pays du Sahel se sont engagés à prioriser les actions et financements autour d'objectifs chiffrés pour réduire la pauvreté des apprentissages, promouvoir une participation accrue des filles à l'enseignement secondaire et renforcer les compétences de base et l'alphabétisation des jeunes adultes qui ont quitté l'école. Pour discuter de ce sujet, je reçois sur le plateau de Zoom Sur ce soir M. Ba Abdul Aziz, qui est professeur et chercheur aux sciences sociales. Bonsoir et bienvenue, M. Ba. Je reçois également M. Bal Mohamed Mokhtar, qui est inspecteur pédagogique, coordinateur de la section français, inspection générale de l'enseignement national. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Avant d'entamer le débat proprement dit, nous allons voir ensemble ce reportage de notre collègue, M. Ba Bokar Baila. Le livre blanc de la Banque mondiale sur l'éducation au Sahel souligne qu'environ 9 élèves sur 10 n'ont pas le niveau de lecture et d'écriture requis à la fin du primaire. 2 écoliers sahéliens sur 5 n'arrivent pas jusqu'au bout de leurs études primaires. Pour changer cette donne, un engagement politique à long terme est nécessaire. Et le sommet de Nouakchott, présidé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a pour objectif de rappeler l'importance d'une éducation de qualité pour développer le capital humain dans la région sahélienne. En d'autres termes, le sommet permet de mobiliser l'adhésion et le soutien des responsables politiques afin de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour améliorer la qualité des apprentissages. Le premier objectif consiste à réduire la pauvreté des apprentissages comme condition nécessaire à une croissance et un développement durable. Le deuxième objectif vise à accroître l'éducation des filles pour briser le cycle intergénérationnel du déficit en matière de capital humain. Enfin, le troisième objectif est centré sur l'augmentation du taux d'alphabétisation des adultes. J'adresse une mention spéciale à la République islamique de Mauritanie qui permet aux enfants maliens réfugiés dans les camps de Mbera de poursuivre leurs études avec des programmes d'enseignement du ministère de l'Éducation nationale du Mali. Chaque année, avec l'assistance de la Mauritanie, ces élèves réfugiés ici participent aux examens nationaux du Mali. Le sommet de Nouakchott, organisé en partenariat avec la Banque mondiale, sert de cadre pour un engagement solennel en faveur de l'investissement dans l'éducation pour les 10 prochaines années. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, m'a d'abord chargé de traduire donc ses amitiés à ses homologues présents à ce sommet sur l'éducation au Sahel. M'a aussi chargé de traduire ses remerciements à son ami et frère, donc le président de la République islamique de Mauritanie, pour l'organisation de ce sommet et pour tout ce qui a été mis en œuvre pour que ce sommet puisse se tenir. Alors, il m'a chargé de traduire donc à ses homologues son attachement au G5 Sahel et m'a dit de vous dire que il adhère entièrement donc à la déclaration qui sera issue de ce sommet. Il adhère au livre blanc et considère que cette déclaration et ce livre blanc vont être le ciment donc, qui va lier définitivement les pays du G5 Sahel au-delà de la crise sécuritaire qui est un défi qui va être bientôt relevé.
Alors, il a été particulièrement séduit par certains aspects du livre blanc, et en particulier, donc, on va dire, donc, l'engagement d'intégrer les foyers coraniques donc, dans le système éducatif formel. Répondre à la demande de scolarisation dans un contexte de pression démographique requiert des investissements continus. Et dans la région du Sahel, avec près d'1 million de nouveaux enfants à scolariser chaque année, la course contre la montre est permanente. Le Tchad donc a énuméré les choses suivantes. La vision par rapport donc au G5 Sahel. Nous demandons ou sollicitons à ce qu'il y ait donc la formation et le recrutement de personnel enseignant qualifié. Il faut qu'il y ait également le suivi et l'encadrement pédagogique des enseignants sur le terrain. Il faut qu'il y ait donc l'acquisition des intrants pédagogiques et des outils de TIC parce que nous sommes maintenant dans la nouvelle période, c'est-à-dire la période de la technologie. Et il faut également qu'il y ait donc la mise en place de dispositifs de formation à distance à moyen terme, qu'il y ait donc suffisamment des investissements dans la construction et équipement des salles de classe qui prennent en compte donc les normes inclusives. Pour la Banque mondiale, il est urgent de relever les défis qui se posent au système éducatif dans les pays du Sahel. L'institution financière internationale s'est tout de même engagée à intensifier son appui au secteur dans son ensemble, avec un accent particulier sur l'accès équitable à l'éducation et au renforcement de sa qualité. Je voudrais vous inviter à nous inscrire dans une démarche qui sied aux situations d'urgence, faire face avec énergie et vigueur, car la crise de l'éducation est une crise existentielle. Adopter pour l'ensemble du système éducatif le comportement qui sied aux situations de crise permettra de sortir du carcan administratif qui pénalise son efficacité. Je pense au retard dans la distribution des intrants pédagogiques et dans le déploiement du personnel et sa gestion sous-optimale, pour ne citer que 2 exemples parmi tant d'autres. Des ruptures sont nécessaires pour créer de nouvelles dynamiques. La Banque mondiale sera à vos côtés pour réussir ces ruptures. Je voudrais immédiatement dire que la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, de vouloir créer et d'abriter ici un institut supérieur qui va soutenir l'enseignement de la science, de l'ingénierie et de technique, la Banque mondiale s'engage immédiatement à le soutenir et nous allons préparer dès cette année, commencer la préparation dès cette année un projet régional à cet égard. Le sommet a été également marqué par la présentation des grandes lignes du livre blanc élaboré par la Banque mondiale sur l'éducation au Sahel. C'est l'expert éducation à la Banque mondiale, Kamal Wadoud, qui s'en est chargé. Ce livre blanc est une étude diagnostique consacrée aux défis auxquels les systèmes éducatifs dans la région sont confrontés et aux mesures urgentes à entreprendre d'ici à 2030 pour lutter contre la pauvreté des apprentissages à travers l'accroissement des investissements pour le développement du capital humain. Au terme de la cérémonie des discours, les présidents mauritaniens et nigériens, le premier ministre malien, les représentants du président du Faso et du Tchad, ainsi que le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, ont signé la déclaration de Nouakchott. En définitive, le G5 Sahel fonde un grand espoir. Tout enfant né au Sahel peut et doit avoir accès à l'école. Ce faisant, il doit accomplir son rêve pour un avenir meilleur, devenir un citoyen modèle et contribuer à la prospérité de la nation. Merci donc Bokar Bailaba pour ce reportage qui est revenu sur la journée d'hier. Monsieur Ba, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'un diagnostic a été fait de la situation de l'éducation dans les pays du Sahel à travers ce reportage et la réunion qui s'est tenue ici hier? Merci M. Yedali de l'invitation. Merci également, très heureux de partager le plateau avec mon collègue M. Bal. Moi, je pense que le diagnostic qui a été fait est véritablement complet. Le problème a été posé. Il y a une crise des systèmes éducatifs sahéliens d'une manière générale.
Et la crise est très profonde et elle est multidimensionnelle. Elle va de la pauvreté, d'ailleurs l'expression a été dite, de la pauvreté des apprentissages, la déperdition scolaire des élèves qui n'arrivent pas à finir le cycle du fondamental, quand bien même qu'ils le finissaient, ils n'ont pas le niveau requis. Le troisième élément, c'est peut-être aussi la formation des enseignants, le matériel pédagogique, les équipements, l'infrastructure scolaire. Donc, il y a tellement le champ de problèmes est tellement immense qu'au bout du compte, le système ne peut que se retrouver à terre. Donc, pour moi, le diagnostic a été véritablement un diagnostic assez sérieux. M. Bal. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, M. Ba. Effectivement, je pense que le mot est lancé. D'abord, ce que j'ai vu, c'est un bel exemple d'intégration. Les différents intervenants ont pratiquement tous mis l'accent, mis le doigt en fait sur les véritables problèmes, que ce soit les défis du Sahel en général, que ce soit les problèmes sécuritaires ou les problèmes en tout cas de l'éducation. Je pense qu'effectivement, il y a un diagnostic qui a été fait, qui est en tout cas très intéressant. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont pratiquement les mêmes. Vous les reconstatez à travers les interventions. Maintenant, ce que je vois ici, c'est qu'ici, tous les États sont dans leur mission classique. C'est-à-dire que c'est à eux, finalement, que revient la mission de chercher les solutions les plus appropriées, les plus adéquates, pour pouvoir en tout cas essayer un peu d'aplanir les problèmes liés à l'éducation et aux problèmes bien sûr du Sahel en général. Donc c'est déjà une très bonne chose et je pense qu'on aura l'occasion peut-être de parler plus en détail d'un certain nombre de problèmes de l'éducation qui méritent aussi une attention dans le cadre en tout cas de ces réflexions-là. On dit que les problèmes du Sahel rencontrent les mêmes problèmes. Vous pouvez être plus précis? Les mêmes problèmes sont posés en Mauritanie, au Mali, au Burkina, au Tchad. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, je me félicite du reportage. Dans le reportage, je note 2 points que j'apprécie véritablement. C'est d'abord le fait que le président de la République islamique de Mauritanie fasse une proposition de créer un institut, un institut de l'éducation. C'est fondamental. Et il sera installé en Mauritanie. En Mauritanie. C'est fondamental. Parce que jusqu'ici, nos experts sont formés à l'étranger pour d'autres systèmes. Ils ne sont pas souvent compatibles avec les nôtres. Non, c'est pour d'autres systèmes au sens fort du terme. C'est pour des systèmes qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc cela pose déjà un problème. Donc, même s'il nous arrive de faire un bon diagnostic, même s'il nous arrive de vouloir faire de bonnes conceptions, on est confronté d'abord à ce problème de formation. La deuxième chose que j'ai appréciée dans le reportage, c'est l'un des intervenants, je ne sais plus lequel, qui dit qu'il faut appliquer les principes d'urgence au système éducatif. C'est-à-dire contourner un peu la lourdeur administrative. Je pense que c'est essentiel. Parce que jusqu'ici, nos problèmes sont liés d'abord, comme tous les pays sous-développés, aux moyens, aux infrastructures, à la formation des enseignants, et surtout, de façon fondamentale, au contenu des apprentissages. Les contenus, bon, j'ai en face de moi un inspecteur, il va certainement nous édifier par rapport à cette question-là. Les apprentissages ne me semblent pas appropriés par rapport à nos sociétés, par rapport à la psychologie, à notre psychologie. De telle sorte que notre système éducatif ne peut qu'en souffrir. Et troisième élément fondamental, nous vivons depuis quelques années sous perfusion budgétaire. Donc, il n'y a pas assez de moyens qui sont alloués au système éducatif. Dans son volet ressources humaines et dans son volet infrastructure scolaire. Donc voilà, donc c'est ces deux choses-là que je tenais quand même à apprécier à leur juste valeur par rapport au reportage. Maintenant, dire qu'il faut également, je pense, noter au passage,
que nous sommes tous des pays qui ont été colonisés. Nous avons hérité d'un système éducatif colonial. Et nous n'avons pas mis en place des systèmes proprement nationaux. Et cela se ressent dans l'apprentissage, dans la formation des élèves et des enseignants. Je donne un exemple. Pour être plus explicite. Oui, je donne un exemple simple. Un élève qui suit un cursus normal, du fondamental, du secondaire, qui décroche son baccalauréat avec beaucoup de difficultés, ne peut absolument rien faire de ses 10 doigts. Il ne sait absolument rien faire du tout. Voilà. Ça veut dire que son niveau est bas ou qu'est-ce que vous Non, ce n'est pas son niveau. Son niveau peut-être peut ne pas être aussi mauvais par rapport au système. Parce que le système, par rapport au système qu'on a enseigné, dans lequel il évolue. Oui, le système dans lequel il évolue, nécessairement, il a certaines compétences. Mais par rapport à la vie, par rapport à la société, il ne peut absolument rien faire. À l'époque, peut-être c'était pour écrire les lettres aux parents. Maintenant que les parents eux-mêmes sont lettrés, l'élève ne sert plus absolument à rien du tout. Il ne peut pas réparer un poste radio, il ne peut pas réparer une télévision, il ne peut pas réparer... Ça, c'est les formations etc. Non, pourtant, quand on jette le regard du côté des pays asiatiques, si on voit des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie, des pays comme la Corée, ce sont des pays qui étaient aussi sous-développés que les nôtres, il y a 50 ans. Et pourtant, ces pays sont arrivés à s'en sortir. Par quels moyens? C'est peut-être ça qu'il faut, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller chercher les solutions. Système éducatif approprié. Voilà, il faut que nos systèmes éducatifs au Sahel répondent aux exigences et aux problèmes de développement. Sinon, ils ne nous serviront absolument à rien du tout. Monsieur Bad, si le contenu des apprentissages, je crois que Monsieur Bad a souligné, il a préféré vous laisser évoquer le contenu. C'est votre domaine. Bon, effectivement. En fait, il y a un problème qui se pose quand même, parce que et le problème est le même partout dans le Sahel. Hein. On vous entendez souvent parler de la baisse du niveau des élèves. Les élèves ont des niveaux extrêmement bas, n'est-ce pas? L'enseignement n'a plus la qualité qu'il devrait avoir, n'est-ce pas? On cherche toujours, bien sûr, les responsabilités. Les gens rejettent les uns rejettent les responsabilités sur les autres. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut assainir. Il y a beaucoup de tâtonnements. On a adopté un certain nombre de programmes, n'est-ce pas, pour essayer un peu de pallier les insuffisances du système, de changer. Mais bon, les problèmes sont connus. C'est aussi trop de programmes, mais il n'y a pas d'évaluation. En réalité, on passe d'un programme à un autre. Excusez-moi de vous interrompre. Ça pose des problèmes. Vous dites que les problèmes sont connus. Les problèmes, quand ils sont connus, les solutions, il faut trouver des solutions. Normalement, mais ce n'est pas le cas justement. Nous avons cette spécialité de faire de bons diagnostics, mais de passer à côté de solutions. Parce que ça, c'est un véritable problème. Moi, je sais que j'ai participé personnellement, par exemple, à l'élaboration de beaucoup de programmes du système éducatif, mais on n'a pas le temps d'évaluer un programme déjà qu'on passe à un autre. Et ça pose problème. Il faut qu'on imagine d'abord le système le plus approprié pour nous, qui répond le plus à nos besoins. Il a parlé tantôt de contextualisation. Je pense que c'est très intéressant, cette expression-là. Il faudra un peu que nous contextualisions un peu nos programmes, nos systèmes, n'est-ce pas, pour que nous puissions aspirer à une certaine performance. Sinon, on passe à côté. Et il y a donc un chevauchement de programmes qui ne sont pas évalués, n'est-ce pas? On passe d'un programme à l'autre mécaniquement, et ça pose problème. Je pense qu'il est temps, en tout cas, d'arrêter quelque chose qui soit un peu plus... Je vais revenir vers le président de la République, je vais le citer. Le président de la République a dit « Nos pays du Sahel font face à d'innombrables défis économiques, sociaux, politiques et sécuritaires qu'ils doivent impérativement relever. Et toute solution réellement durable
à ces problèmes requiert comme prélude incontournable la mise en place de systèmes éducatifs efficaces et qualitativement performants. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit dans son discours. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Un système éducatif efficace et qualitativement performant. Alors, c'est eux les décideurs politiques. Oui, c'est eux les décideurs politiques. Mais malheureusement, comme l'a si bien dit M. Ball, nous changeons d'un programme à un autre dans un laps de temps très court. Donc, nous n'avons pas le temps nécessaire pour évaluer à sa juste valeur ce programme-là avant de sauter à un autre. Mais aussi, il y a la lourdeur. Je donne un exemple simple. Un élève mauritanien qui fait le baccalauréat, il a tellement de disciplines à passer et qui lui sont inutiles. Comme quoi, par rapport, des exemples concrets. Ouais, par rapport à sa série. Je donne par exemple en littéraire. Quelqu'un qui fait le bac lettres modernes. Au baccalauréat, il passe toutes les matières qu'il traîne depuis la 5e. Toutes les matières. Il va faire anglais, il va faire français, il va faire arabe langue, il va faire instruction civique, il va faire instruction religieuse, il va faire chimie, etc., etc., etc. Alors qu'il aurait pu faire 3 matières qui sont principales, plus la langue. Il est maîtrisé. Plus la langue. Donc, 4 matières au baccalauréat. Nous sommes les seuls, en tout cas, je ne connais pas ailleurs, mais notre système est lourd par rapport à sa sélection. C'est très lourd. Le brevet, à peu près, même cinéma. À l'entrée en 6e aussi, c'est à peu près le même scénario. Il faut que l'on change cela. Deuxièmement, les années que l'on passe à l'enseignement fondamental sont courtes par rapport à ailleurs. Ailleurs, il y a des pays qui font 10 ans, au fondamental. 10 ans au fondamental, d'ailleurs... Parce que c'est le fondamental, c'est la base. Justement, nous c'est très restreint. Donc, l'enfant arrive au collège avec beaucoup de lacunes qu'il traîne. Lacunes dues à la lourdeur du programme, mais aussi à la formation des enseignants. Alors, parce que un enseignant, c'est quelqu'un qui doit renouveler ses méthodes pédagogiques. Sa formation continue doit être, comme son nom l'indique, continue. Alors que les enseignants restent des années sans être formés. Et c'est pour cette raison qu'ils deviennent de plus en plus faibles. Un exemple a été fait au Niger, une expérience. Ils ont fait un diagnostic, ils ont fait passer à tous les enseignants en concours. Donc, ils leur font une dictée, un problème de calcul. Ils se sont rendus que 90% des enseignants ne s'en sortaient pas. Ils ne s'en sortaient pas. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas eu de formation continue. Donc la formation continue, elle est fondamentale. Et l'autre problème aussi, c'est de prendre des méthodes qui n'ont pas marché ailleurs et de les injecter dans nos systèmes. Des méthodes qui ont fait leur fortune ailleurs. Et qui peuvent ne pas marcher ici. Et ici, ne sont pas adaptés. On les plaque. Et généralement, ça ne marche pas. Tout ça fait partie des problèmes. Et un autre problème sur le plan des ressources humaines, c'est de prendre des gens qui ne sont pas qualifiés pour l'enseignement, qui n'ont pas été formés, et de les injecter dans le système éducatif. Parce qu'il y a l'enseignement requiert un comportement, ce qu'on appelle un comportement de classe, par exemple, qu'on apprend dans toutes les écoles de formation, à l'ENI, à l'école normale supérieure. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous voyez vos professeurs faire. Alors, si tu n'as pas été formé, tu auras tendance à le copier, sans comprendre pourquoi. Alors que, quand tu es dans une école de formation, vos professeurs vont vous enseigner qu'il y a des choses qui ne se font pas. Donc, il y a une attitude par rapport à l'enseignement. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit pas dire, et qu'on ne doit pas remplir aussi le tableau.
Alors que quelqu'un qui vient comme ça, il a tendance à croire que plus le tableau est rempli, plus c'est bon. Ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, le problème de formation se pose avec acuité. Le problème des infrastructures scolaires également se pose, mais également un point non moins important, c'est celui du traitement des enseignants. Alors les enseignants dans ces pays sont misérables. Parce qu'ils sont obligés d'aller faire en deuxième, en troisième, en quatrième boulot, entre guillemets, pour s'en sortir. Tout cela crée de la déperdition. Et donc, pour relever nos systèmes éducatifs au Sahel, il faut oser mettre les moyens. Les moyens techniques, les moyens par rapport aux infrastructures, les moyens humains qu'il faut, la formation qu'il faut. Et surtout adapter notre enseignement à nos sociétés. Ça, c'est fondamental. Tant que nous ne l'avons pas fait, nous sommes en train de naviguer sans boussole. Et ça, ce n'est pas bien. On va demander à M. Bal de nous expliquer pourquoi nous avons d'ailleurs remarqué tous qu'au cours de leurs interventions, la déclaration de Nouakchott, les gens ont souvent évoqué l'éducation des filles. Quelle importance peut-on donner à l'éducation des filles dans les pays du Sahel? Justement, parce que l'éducation des filles était un peu à laisser pour compte. On sait que... Il faut dire que la société se ressemble énormément. Voilà, énormément. Les défis étaient les mêmes. On n'accordait pas une très grande importance d'abord à l'éducation des filles. Il y a des préjugés socioculturels qui étaient là, qui sont bien connus. La fille, vous savez, classiquement avait sa place quelque part à la maison. C'est avec le temps qu'on a en tout cas accepté un peu la donne. On s'est rendu compte que bien sûr que la fille était une partie prenante, en tout cas au développement, qu'il fallait lui accorder la place qu'il lui fallait. Donc il y a eu donc, dans beaucoup de pays d'ailleurs, des initiatives pour favoriser la scolarisation des filles, avec donc l'appui d'ailleurs de certaines institutions financières internationales. D'accord ? Et donc, on s'est lancé un peu dans la chose. Ça a donné d'ailleurs des résultats très intéressants. Parce qu'il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, par exemple, on s'est rendu compte que les filles à l'école étaient beaucoup plus performantes, en tout cas, que certains garçons. N'est-ce pas? Donc, que ça pouvait être une réussite. Mais au-delà, le problème qui se posait, c'est que c'est un peu le maillon aussi faible, un peu du système. Donc, il fallait pratiquement appuyer cette population-là qui était la plus vulnérable, disons, n'est-ce pas? Leur donner en tout cas les moyens de jouer pleinement leur rôle, bien sûr. Bon, chez nous, vous connaissez un peu comment ça s'est passé aussi, il y a eu des initiatives, il y a eu des progrès énormes qui ont été réalisés pour la scolarisation des filles. Il reste encore des progrès à faire, n'est-ce pas, pour y arriver. Voilà, donc, pratiquement, mais je voudrais revenir sur un autre problème dont M. Ba a parlé tantôt, qui concerne aussi bien les filles que les garçons, bien sûr. C'est le problème justement du système éducatif. Parce que d'ailleurs, dans le reportage, on l'a vu. Certains ont dit que le système était malade, je pense, quelque chose comme ça. Ou bien, en tout cas, qu'il était pauvre. Voilà, c'est le mot pauvre que je cherche. La pauvreté est là. Je parlais tantôt de la faiblesse du niveau. La pauvreté de nos apprentissages. De nos apprentissages. Bon, moi, je pense que pour faire simple pour les spectateurs, les téléspectateurs, c'est d'abord de rappeler que ce problème-là, on dit toujours nos élèves ne savent ni lire ni écrire. L'école a une contre-performance. On l'a dit, d'accord, n'est-ce pas? Nos apprenants qui arrivent au lycée ne sont pas outillés ni pour lire ni pour écrire. Alors, ceux qui enseignent dans les établissements secondaires, la force c'est du fondamental, n'est-ce pas? C'est du fondamental aussi, chercher des boucs émissaires. À l'université, on est réduit aujourd'hui à recopier des leçons au tableau pour les faire prendre par les élèves, quand même. On est encore à ce niveau-là. C'est préoccupant. Mais alors, moi, je me pose une question, il y a une question qui me taraude l'esprit. Parce que quand même, avant de venir à l'inspection, j'ai enseigné dans plusieurs établissements privés. J'ai fait une comparaison simple. On en était, lorsqu'on faisait la dernière réforme du système éducatif, à suggérer
qu'il y ait l'alphabétisation pour des élèves qui viennent en première année du collège. Ça me paraît un peu surprenant. Bon, pas par hasard, parce que si vous regardez, on fait une comparaison un peu. Les élèves qui sont dans les établissements privés de Nouakchott, qui ont fait le cursus normal du fondamental, s'ils arrivent au lycée, au collège, pardon, ils ont toutes les compétences pour lire et pour écrire. Pourquoi ce n'est pas pareil pour ceux qui sont dans le public? Je pense que là, l'État, quand même, doit avoir un œil vigilant sur ce qui se passe là. Parce que ce sont les mêmes enseignants qui se trouvent dans les établissements du public qui viennent servir dans le privé. Ce sont eux qui enseignent ces élèves-là et ils ont les mêmes programmes. Pourquoi les mêmes programmes marchent là-bas dans les établissements privés, alors que dans le public, ça ne marche pas? Donc vous voyez qu'il y a des choses à méditer, quoi, n'est-ce pas? C'est facile de critiquer aussi quelquefois les programmes, mais ce ne sont pas tellement les programmes qui sont mauvais, c'est peut-être les mesures d'accompagnement, la manière de les appliquer, n'est-ce pas, qui fait défaut, ou peut-être même la motivation des acteurs du système. Mais en tout cas, là, il y a un problème qui mérite réellement d'être médité. Parce que moi, je le dis en connaissance de cause. D'accord. Le président de la République du Niger, vous avez cité le Niger tout de suite, M. Mohamed Bazoum a souligné l'importance de cette question, c'est-à-dire l'éducation dans le Sahel, indiquant que tous les jeunes enrôlés du côté du terrorisme ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont pas bénéficié d'une éducation de qualité du fait que le système de l'enseignement n'est pas à la hauteur requise. Ça, c'est un constat. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout de suite, pour commenter un peu ce propos du président nigérien, qui n'est pas d'ailleurs faux au passage, parce que le terreau favorable du terrorisme, dans son mode de recrutement, c'est l'ignorance. C'est véritablement l'ignorance. Là où il n'y a pas d'éducation, là où il n'y a pas un minimum, c'est un terreau favorable au recrutement pour les terroristes. Donc, ça, c'est un facteur aidant. Le deuxième facteur, d'ailleurs, il va avec. L'ignorance va souvent avec la pauvreté. Donc, cela encore augmente un peu la dose de la question. On est ignorant, le chômage. On ne travaille pas, on n'a rien, donc on peut être réceptif. On peut être réceptif à n'importe quel discours de ce genre. Donc, le système éducatif, s'il devient faible, il charrie avec lui un certain nombre de problèmes, dont celui-là, et d'ailleurs d'autres. Parce qu'il est plus difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas fait l'école, qui n'est pas instruit, qui ne sait rien faire, donc qui est là, qui attend. Et même quand on arrivait à lui donner quelque chose pour qu'il s'en serve, il s'en sert très mal. Donc l'éducation est au cœur du problème. Et en le résolvant, on atténue, voire on finit avec peut-être ce recrutement-là au niveau des couches les plus pauvres de la société. Donc il est presque évident que le système éducatif, il faut qu'il soit... C'est-à-dire qu'il faut qu'on copie ailleurs et rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de refaire le même chemin que d'urgence. Oui, c'est une question d'urgence, comme l'a dit l'autre. Il faut créer des mécanismes d'urgence, il faut prendre le problème à bras-le-corps, il faut créer des raccourcis qui peuvent permettre au système éducatif d'embrasser le maximum. Alphabétisation, instruction, formation, etc., pour qu'au bout du compte, on soit au moins dans un univers où les gens espèrent, par l'éducation, s'en sortir. L'autre problème auquel je pense, en parlant de cela, en tant qu'enseignant, il faut également que le mode de réussite sociale passe par l'école. Tant que le mode de réussite sociale ne passe pas par l'école, des élèves vous diront, des enfants vous diront, à quoi sert d'avoir des diplômes? Mon frère est diplômé, ma tante est diplômée, mon père même est diplômé, il est au chômage. C'est-à-dire que si le diplôme n'est pas valorisé, ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, ça détourne les enfants de
de l'instruction. Il y a de cela quelques années, quand j'étais jeune professeur, il m'arrivait chaque début d'année de distribuer des petits bouts de papier à mes élèves et de leur demander dans l'avenir qu'est-ce qu'ils voudraient devenir. À l'époque, parmi leurs réponses, certains disaient professeur. Ça veut dire qu'ils avaient une grande idée du professeur. Ils avaient une idée. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Nous avions une grande idée et une grande estime de nos professeurs jusqu'à ce jour-là. Hein. Nous continuons à les adorer. Alors, au fur et à mesure que j'avançais dans la profession, donc 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a plus d'élèves qui disent qu'ils veulent devenir enseignants. Ils vont dire homme d'affaires, ils vont dire médecin. Hein, mais pas professeur. Professeur, pas. Mes propres enfants disent sauf tout, sauf professeur. Vous imaginez quand même les dégâts. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on revoie un peu cette question-là, surtout par rapport à la place de l'enseignant dans la société. Parce que cela a été dévalorisé aux premières années des indépendances, jusqu'au milieu des années 80, les enseignants étaient partout. Les enseignants avaient une place de notable. On les consultait. Hein, on les consultait. S'il y a quelque chose, les enseignants étaient partie prenante. Mais après, c'est fut la débandade. Il n'y a plus rien du tout. Et au bout du compte, l'enseignant ayant perdu cette place-là, cela s'est répercuté sur son travail. Son travail, oui. C'est son rendement. Oui, sur son rendement. Et donc, vous voyez, donc il faut que ces chaînons-là soient rétablis hein, dans l'inconscient collectif. Il faut également que nous fassions de telle sorte que nos programmes répondent à nos problèmes. Tant que nos programmes ne répondent pas à nos problèmes, nous aurons des difficultés. Parce qu'ailleurs, d'ailleurs, il a parlé ici, l'inspecteur a fait la comparaison entre le privé et le public. Mais moi, je fais encore une autre comparaison. Si je prends le programme français, l'enseignement du programme français, ici, même dans les écoles privées, ici à Nouakchott, vous verrez que dans tout ce que l'enfant apprend du matin jusqu'au soir, les questions socio-culturelles sont à l'intérieur. On rappelle à chaque fois la société dans son histoire, dans son comportement, dans son parcours, dans ses péripéties. On le fait revivre dans l'esprit de l'enfant, de telle sorte qu'il vit ancré dans sa société. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Nous voyons généralement dans le programme des choses qui ne nous servent à rien. À quoi nous sert, par exemple, en terminale, comme moi je suis littéraire de formation, la géographie de la Chine, la géographie des États-Unis, la géographie de la Russie? À quoi ça nous sert? Alors qu'on ne nous donne pas la géographie du Mali voisin, du Sahel. On ne donne pas la géographie du Maghreb. Mais on m'enseigne des détails sur l'économie américaine, sur l'économie chinoise, sur l'économie russe, etc., etc. Donc, il faut que nos programmes soient inspirés et adaptés à nos réalités sociales. On va demander à M. Bal, parce que lui, il est inspecteur pédagogique, coordinateur de la section française. Le contenu, vous devez répondre à la question qui s'est posée. Pourquoi nos programmes ne sont pas adaptés? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir des programmes adoptés et qui sont coordonnés au niveau du Sahel? Parce que là, je vous rappelle qu'on parle toujours de la réunion qui s'est tenue ici. Oui, bon, c'est vrai que... Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous unir, même au niveau éducatif. Certainement, à quelques nuances près. Je dis que le problème d'un programme n'est pas seulement aussi un problème d'adaptation, c'est aussi un problème d'évaluation. Quand on adopte un programme, il faudra en tout cas voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avant bien sûr d'en adopter d'autres. Ça ne sert à rien, je pense, d'accumuler des programmes sur ce programme sans savoir exactement où est-ce que l'on va, quoi. Ça n'a pas tellement de grande signification. Ça peut se faire, effectivement. Mais bon, dire que, moi je ne dirais pas dans l'absolu que les programmes ne sont pas forcément adaptés, non. Il y a toujours un esprit qui est derrière. Mais je sais quand même qu'en termes de jugement peut-être de valeur, le programme récent qu'on vient d'adopter par exemple en Mauritanie, en l'occurrence le programme holistique quand même,
me semble répondre à certaines valeurs qui sont en lien avec les préoccupations un peu sécuritaires, n'est-ce pas? Parce que, comme disait l'autre, l'éducation, je l'ai lu quelque part, permet quand même de prévenir les causes sous-jacentes de la violence. C'est l'école qui éduque et c'est aussi l'école qui terrorise. Je m'explique. Ça veut dire quoi, ça? Parce que si nous n'éduquons pas, nous ne prenons pas en charge correctement l'éducation de nos enfants, nous en faisons des terroristes potentiels, c'est aussi simple que ça. M. Aziz a fait allusion à cela. Aujourd'hui, nous avons deux grands défis. La déscolarisation qui se pose dans les pays du Sahel. Vous savez, le problème sécuritaire a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont fermé dans le Sahel. Effectivement, dans certaines régions. Il n'y a plus d'écoles, ils sont fermés de sécurité. Donc là, l'État quand même doit aussi mobiliser, parce que justement, il faut mutualiser les efforts, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité et faire en sorte que l'éducation puisse fonctionner normalement chez nous. Parce que comme je l'ai dit, si elle ne fonctionne pas, elle cause des dégâts. Ce n'est pas compliqué tout ça. Donc l'État doit acquitter cette tâche-là. Mais d'un autre côté aussi, on doit savoir que, au-delà de la responsabilité de l'État, ou bien dans sa responsabilité, en tout cas, l'éducation doit aussi assurer son rôle. Ces enfants-là, ces terroristes-là, recrutent chez nos enfants, n'est-ce pas? Donc, c'est nous qui devons les prendre en charge. Les systèmes éducatifs doivent prendre en charge, former les enfants pour en faire de bons citoyens. J'ai fait tout à l'heure, voilà, allusion justement au programme que nous venons d'adopter justement. Ce qui me fascine un peu, c'est que c'est un programme quand même qui privilégie un peu la culture d'un certain nombre de valeurs chez les enfants. Vous parlez de notre pays, là. Oui, le sens civique, n'est-ce pas? La culture de l'éthique, la responsabilité. Bon, en fait, tout consiste à tout simplement développer chez l'enfant l'apprentissage de la responsabilité dès le jeune âge pour ne pas sombrer justement dans ces comportements-là qui sont néfastes pour lui et pour la société. Je pense que là, c'est un point quand même fort du nouveau programme que nous venons adopter avec un certain nombre de pays d'ailleurs. Aimer le pays, aimer la nation, aimer la Mauritanie. Voilà. Pour ne Je pas pense que l'UNESCO d'ailleurs, c'est l'UNESCO qui chapeaute un peu ce programme-là, holistique-là. Mais c'est d'enseigner aux enfants ces valeurs-là parce qu'on a constaté que justement, si ces valeurs-là ne sont pas enseignées, on ne peut pas avoir de bons citoyens, n'est-ce pas? Et faire face efficacement aux défis sécuritaires. J'ai un chiffre que j'ai retenu du reportage de mon collègue tout de suite. 1 million d'enfants à scolariser chaque année. Est-ce que c'est beaucoup? C'est un vrai défi ou c'est pas grand-chose? Bon, pour moi, le chiffre paraît faire peur. Mais en réalité, 1 million pour l'ensemble du Sahel, le chiffre ne me semble raisonnable. C'est vrai, il y a une pression démographique. De plus en plus, nos populations sont très jeunes par rapport à ailleurs. Et donc, il faut tenir compte tout simplement de cela. Mais également, il faut que l'enseignement réintègre l'éducation. Parce qu'il me semble que l'école d'aujourd'hui... Vous dites enseignement et éducation. Et éducation. Parce que souvent les gens confondent entre enseignement et éducation. Voilà, moi je fais la dichotomie. Je sais par exemple que dans nos pays, depuis quelques années, on enseigne, mais on n'éduque plus. Il n'y a plus d'éducation. On vient juste pour enseigner. Hein? Donc, donner sa leçon et partir. Apprendre des leçons. Alors que le même système, notre système éducatif, celui qui nous a formés, nous, des générations avant nous, et peut-être certaines générations après nous, la part de l'éducation était très forte. L'enseignant n'est pas seulement un enseignant X, mais il est un père. Il est un père qui joue le rôle de père. Ça veut dire aussi bien dans la classe qu'à l'extérieur de l'école. Il peut venir à la maison, il peut vérifier est-ce que tu fais le travail, etc., etc., etc. Alors, ce volet-là, il a été malheureusement soutiré du système éducatif, un peu partout. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons des élèves qui ne peuvent même pas se tenir correctement en classe. C'est-à-dire, s'asseoir comme nous, en ce moment, nous sommes assis, ils ne peuvent pas. Ils s'asseyent comme s'ils étaient sur une natte.
ou sur un matelas, ou à l'air libre sur du sable. Donc, ils ne savent plus. Vous ne pouvez pas entrer dans une classe sans le remarquer. Vous ne pouvez pas, même dans le comportement à l'école, monsieur le directeur est en train de discuter avec l'un des enseignants. Si l'élève vient, il va parler, il ne va pas attendre, il ne sait pas croiser les bras, il ne sait pas attendre, il ne sait pas attendre qu'on lui dise « qu'est-ce que tu veux ?» Il vient, il saute à la gorge du directeur, il lui dit dans un langage très décousu ce qu'il veut. Donc la part de l'éducation a été complètement flouée de telle sorte que nous enseignons et nous n'éduquons pas. Or, il y a cela quelques années, une vingtaine d'années, je crois, Joseph Kizerbo écrivait un livre, c'est « Éduquer ou périr ». En venant tout de suite à l'émission, j'ai été hanté par ce titre-là. Est-ce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas éduqué depuis une vingtaine, une quarantaine d'années que nous sommes en train de payer les frais? Le terrorisme s'est installé, l'insécurité s'est installée, etc., etc., etc. Parce que tout simplement, nous n'avons pas éduqué. Le père a perdu sa place, la mère a perdu sa place à l'intérieur de la famille. À l'école, il n'y a plus de repères et ça s'est répercuté sur la société. Donc, à mon sens, il faut ramener l'éducation au centre de l'enseignement, au centre du système éducatif. Sans quoi, nous n'avons pas de lendemain meilleur. M. Ba nous parlait des réformes, il évoque un problème important, celui de l'éducation. Est-ce que cela a été pris en considération dans les différentes concertations que notre pays a engagées? Parfaitement. Parfaitement, les gens l'ont évoqué. Mais comme je l'ai dit aussi dans les récentes initiatives, au niveau du ministère aussi, les choix récents qui ont été faits pour en tout cas l'innovation un peu du système éducatif, les programmes qui ont été adoptés, en tout cas, c'est des programmes qui sont quand même vont un peu dans ce sens-là, comme je viens de le dire tantôt. On essaie d'insister non seulement sur le contenu de l'enseignement, mais aussi sur l'aspect éducatif, n'est-ce pas? Et ça, je pense que c'est très important. En tout cas, avec le nouveau programme que nous avons, en tout cas, on insiste beaucoup sur ces aspects-là, justement, dont parle Abdelaziz. Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que c'est à l'origine de tous les maux dont nous souffrons, n'est-ce pas? On a à un certain moment dépouillé l'enseignement, en tout cas de l'éducation, alors que les deux vont ensemble en réalité. Les deux sont intimement liés d'ailleurs. L'un ne peut pas en tout cas décoller sans l'autre. C'est actuellement ce qu'on essaie, le savoir-être justement, le savoir-vivre, n'est-ce pas? Les valeurs en tout cas humaines les plus fondamentales, c'est ce qu'on essaie de réintroduire aujourd'hui dans le programme et de les enseigner d'ailleurs. Donc là, je pense que c'est quelque chose de très important. Bon, tantôt, je ne sais pas si vous permettez un peu, comme vous parliez de l'éducation des filles, qui en tout cas un volet très intéressant. Vous me permettrez de citer un exemple personnel. Moi-même, je suis père d'une fille autiste. Une des formes de violence aussi qu'on exerce sur ce genre, justement, ces enfants-là, qui ont des insuffisances, pratiquement, c'était de les exclure, l'exclusion, justement. On veut scolariser, on veut faire la promotion. Je pense que ces enfants qui devaient rester à la maison. Voilà, qu'on refusait. On était même confrontés à cela, à des écoles qui nous refusent carrément de prendre nos enfants en charge. Dieu merci que les choses évoluent là aussi un peu. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, il faut le saluer, la première dame d'ailleurs vient d'inaugurer un centre, je pense destiné justement à ces catégories d'enfants-là, en plus des centres déjà qui existent à Nouakchott. Et elle fait aussi, je pense qu'il faut le féliciter, ce n'est pas trop, beaucoup d'efforts pour la promotion en tout cas de ces centres-là qui s'occupent en tout cas de ces enfants. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il faut intégrer tout le monde, n'est-ce pas? Que ce soit les enfants autistes ou bien les autres qui souffrent d'autres handicaps. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans le pays. Il y a des initiatives récentes, machallah, qui en tout cas vont dans le bon sens pour en tout cas essayer de redonner à ces enfants-là leurs droits, n'est-ce pas? On va revenir sur la déclaration de Nouakchott. Je vais vous en citer un paragraphe parce que vous évoquiez tout de suite la question des moyens. La déclaration conjointe de Nouakchott s'engage à augmenter la part de l'éducation dans les dépenses publiques.
et dans les produits intérieurs bruts pour atteindre le niveau de la moyenne d'Afrique subsaharienne, au plus tard en 2030, tout en s'efforçant d'améliorer l'efficacité et la qualité de ces dépenses. Ça vous rassure un peu? Ça peut me rassurer si ce n'est pas un langage politique. Ça m'aurait rassuré si c'était un langage pédagogique. Alors, je pense que le sommet de Nouakchott aura été un moment très important par rapport aux défis qui assaillent le Sahel. Au-delà du défi sécuritaire, du changement climatique, des problèmes de pauvreté et autres. Il me semble qu'à partir de la déclaration de Nouakchott, désormais, nos pouvoirs publics vont prendre le taureau par la corne, comme on dit. Les défis sont là, le défi est là, il est immense, mais étant donné qu'ils décident de mettre les moyens qu'il faut... Il y a la volonté aussi. Il y a la volonté des chefs d'État. La volonté, si la volonté est là, le problème peut être résolu. Mais ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que l'éducation, c'est une œuvre de très longue haleine. Ce n'est pas une mesure d'aujourd'hui, on verra les résultats demain. Il faut que nous soyons très, très, très patients. Il faut une trentaine, une quarantaine d'années pour voir que ces mesures-là ont porté leurs fruits. Donc ce n'est pas... Et puis également, je lance peut-être un peu cet appel aux autorités. Ce n'est pas... L'éducation ne doit pas avoir ce comportement de... c'est-à-dire que dans les décisions, ça ne doit pas être une course de vitesse. Ça doit être une course de fond. Ça veut dire prendre tout le temps nécessaire pour redresser la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter, parce que ça ne sert à rien. Il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Il faut faire face aux défis, mais le faire intelligemment. Et peut-être créer des raccourcis, comme j'ai dit. Voir ce qui se fait ailleurs. On n'a pas besoin de réinventer des systèmes. Il y a des systèmes qui existent par le monde. Il faut voir, par rapport à ces systèmes-là, comment nous pouvons faire sortir le système éducatif de sa torpeur. À mon sens, cela est faisable. Les moyens que cela demande, les moyens humains, nous les possédons. Nous avons une population qui est jeune. Nous avons les ressources aussi. Je pense que les gens peuvent mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, et la volonté politique commence à venir. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer au passage. Moi, c'est la déclaration de Nouakchott, le paragraphe que je viens de citer tout de suite. Bon, effectivement, je pense que... sans doute le mot de la fin. L'émission touche à sa fin. Aziz a dit en tout cas l'essentiel par rapport à cela. Il y a une volonté politique exprimée. Tout maintenant, le reste, c'est de voir est-ce que cette volonté, en tout cas, sera traduite en acte, parce que c'est toujours le grand défi. Vous savez qu'effectivement, comme je l'ai dit, on l'a dit dès le début, il faut mutualiser les efforts pour en tout cas faire face aux défis que nous opposent justement les réalités actuelles, les problèmes de l'école, les problèmes sécuritaires et autres, n'est-ce pas? Donc c'est faisable, c'est possible. Mais bien sûr, avec la réserve que j'ai toujours, c'est comme aussi celle de... Est-ce que ça se fera? En tout cas, j'ai bon espoir que, en tout cas, les gens, nos autorités, prendront en tout cas, traduiront en acte les promesses concrètes, en tout cas, qu'ils ont en tout cas exprimées, quoi. Voilà. Chers téléspectateurs, donc c'est la fin de cette émission qui a été consacrée au sommet de Nouakchott sur l'éducation au Sahel, qui s'est tenu au Palais du Congrès de la capitale ici, sous le thème « Le Sahel de demain se construit à l'école d'aujourd'hui ». J'avais donc comme invité pour cette émission M. Ba Abdelaziz, qui est professeur et chercheur aux sciences sociales, que je remercie d'avoir répondu à l'invitation. J'avais également M. Bal Mohamed Mokhtar, inspecteur pédagogique, coordinateur de la section français, inspection générale de l'enseignement national. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Et en attendant, continuez de suivre les émissions d'El Mauritania. Merci. Merci.